Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. Chaque semaine, 40 minutes en tête-à-tête avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Collaroy. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes député de la deuxième circonscription de l'Isère. Alors, la deuxième circonscription, ça concerne à peu près 120 000 habitants sur le sud de l'agglomération, avec notamment les deux grosses villes que sont Saint-Martin-d'Hères et Chirolles. Vous avez 43 ans, comme Emmanuel Macron. Vous êtes membre de La République En Marche comme Emmanuel Macron et vous avez commencé également votre engagement politique au Parti Socialiste comme Emmanuel Macron. Ça fait pas mal de points de commun avec le chef de l'État. Oui, c'est vrai, on est de cette génération, effectivement, et cette sensibilité de gauche réformatrice. Donc je me sens bien, moi, dans cette majorité et aux côtés du président de la République. Alors depuis, Emmanuel Macron s'est pas mal recentré. Vous considérez toujours comme un élu de gauche ? Oui, moi j'ai cette sensibilité. Dans la majorité aussi, je l'exprime par des votes, par des combats que je défends. Et je suis à l'aise dans cette majorité où à la fois on développe bien l'économie, les entreprises, le pouvoir d'achat. Et en même temps, on est aussi attentif aux plus modestes et à l'émancipation. Donc c'est ce en même temps qui me convient tout particulièrement dans notre majorité. Alors vous siégez également au conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères. Dans l'opposition. Pour votre fonction de député, vous êtes le seul homme en Isère. Aujourd'hui, les 9 autres circonscriptions sont détenues par des femmes. C'est assez rare en politique que les femmes soient autant majoritaires. Oui, moi j'ai la chance d'être bien entouré en Isère. J'ai des femmes engagées, dynamiques, qui viennent aussi de la société civile par leur parcours. C'est le renouvellement qu'a permis aussi le président de la République en faisant entrer en politique plus de jeunes, plus de membres de la société civile, des entreprises, mais aussi de la fonction publique. Et puis la parité, puisque la République En Marche a fait la parité en 2017. Donc moi je suis fier de cela et très bien entouré en Isère, effectivement. Alors, on est plus que dans la parité, on est à 90%. J'ai vu que vous étiez membre de la réserve citoyenne de la gendarmerie. Ça consiste en quoi? C'est honorifique comme titre? Ça montre l'attachement que j'ai pour les gendarmes. Je fais souvent des missions avec eux, en patrouille. Je suis leur activité. Je suis solidaire aussi de leurs actions, ou quand parfois il y a des gendarmes qui sont blessés en mission. Donc cela montre cet attachement que j'ai à ce corps et à nos forces de sécurité qui font un travail remarquable, souvent dans des conditions difficiles. Vous faisiez quoi avant d'être député? Je suis venu à Grenoble pour faire mes études d'ingénieur et puis j'ai créé une société dans les économies d'énergie et avant d'être député en 2017. Votre ancienne vie vous manque pas trop maintenant avec 4-5 ans de pratique du mandat? Parfois, ça me manque. C'est vrai que la vie politique est très exigeante sur le plan personnel et familial aussi. J'ai moins de temps pour faire des activités sportives que je pratiquais beaucoup auparavant. Donc ça me manque. Et en même temps, j'ai découvert une mission, ce rôle de député qui est passionnant, à la fois à Paris, sur la rédaction des lois, et puis en lien avec le territoire aussi, le reste de la semaine. Donc c'est le fait que cette mission est passionnante qui me permet d'absorber un rythme de travail intense. On parlait du sport, vous faisiez beaucoup de tennis, même à un certain niveau, et j'ai vu que vous jouiez au foot avec l'équipe de l'Assemblée nationale. C'est toujours le cas? Vous êtes toujours sélectionné dans le 11 des députés? Oui, alors il n'y a pas de problème pour être sélectionné, et puis on fait souvent un match à but caritatif chaque année, donc c'est pas un gros investissement sportif, mais c'est vrai que le tennis que je pratiquais très régulièrement me manque aujourd'hui. Alors, vous expliquiez que c'est un mandat exposé, député. Plusieurs députés iséroises de La République En Marche ont été menacés ces derniers jours, des menaces de mort très sérieuses, dont la grenobloise Émilie Chalas, qui a porté plainte. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être menacé dans l'exercice de votre fonction depuis que vous êtes élu ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc il y a différents niveaux dans les messages d'agressivité ou de menaces qu'on reçoit. C'est vrai pour les députés, mais c'est vrai aussi pour d'autres élus qui en ont reçu. Donc il faut vraiment aucune tolérance vis-à-vis de ces comportements, parce que sinon on éloigne de plus en plus les citoyens des responsables politiques. Voilà, moi j'appelle à un débat démocratique apaisé, que nos oppositions justement puissent s'exprimer, mais la courtoisie doit primer. Et puis ensuite, c'est la démocratie.
il y a des élections pour s'exprimer et c'est ça qui doit être notre boussole. Et il faut vraiment apaiser le débat politique et le tirer vers le haut parce qu'au bout du bout, ces menaces, elles renforcent finalement les populismes et les extrêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette étude CSA publiée la semaine dernière qui indique que 13% des Français approuvent les violences envers les députés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre? C'est important? Ça m'attriste. Si on veut que des Français s'engagent en politique, eh bien, il faut essayer de donner envie au maximum de se présenter. Et donc, il faut réduire les violences contre les élus. Et vous savez, les élus, ils sont à l'image de la société. Moi, j'essaye d'être le plus proche possible, de répondre à mes concitoyens. Et il y a parfois un comportement paradoxal avec des gens qui souhaitent moins d'élus et en même temps qui veulent plus de réponses et plus de proximité. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas favorable à la baisse du nombre de parlementaires. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a 10 circonscriptions en Isère pour 1 300 000 habitants. Ça veut dire que chaque député en Isère, mais en France c'est pareil, a en face de lui 120 000 habitants. Donc, et chacun peut avoir envie de rencontrer son parlementaire, de lui expliquer des choses, de lui expliquer une problématique. Donc je pense au contraire qu'il faut des députés de terrain, renforcer les moyens, renforcer aussi la transparence sur ce qui est fait, expliquer pourquoi de temps en temps nous ne sommes pas dans l'hémicycle, parce que par ailleurs nous avons en parallèle des travaux en commission. Pourquoi nous ne pouvons pas être tout le temps sur le terrain ou tout le temps à l'Assemblée? Bien voilà, le plus on expliquera, le plus on fera de pédagogie et le plus on apaisera les tensions et c'est vraiment très important. Alors ces tensions, visiblement, nous vous ont pas refroidi puisque vous avez annoncé il y a quelques jours que vous seriez candidat en juin prochain pour un deuxième mandat. Est-ce que c'est une décision que vous avez prise en famille? Oui, comme je vous l'ai dit, le mandat de député est un mandat très prenant avec la moitié de sa semaine à l'Assemblée nationale à Paris et puis l'autre moitié en circonscription avec beaucoup de sollicitations. Donc c'est vrai que c'est une décision qu'on prend en famille avec ma compagne, mon fils. Et à partir du moment où j'avais décidé et que j'ai cette énergie pour continuer à essayer de porter des projets, représenter mon territoire, eh bien, il me semblait normal et transparent et clair de le partager avec mes concitoyens et les maires, les 24 maires de ma circonscription. Alors avant les législatives, il y aura les présidentielles qui auront un rôle important sur le résultat de ces élections législatives. C'est comme ça à chaque fois. J'imagine que vous avez regardé avec attention cette semaine la primaire du côté des Républicains et Valérie Pécresse qui est partie à l'heure où on enregistre pour être la candidate de droite. Oui, effectivement. Moi, j'attache de l'importance à ce que nous ayons des oppositions qui tirent le débat vers le haut, qui nous challenge. Donc, je suis content quand les partis de l'arc républicain modérés s'organisent et choisissent leurs candidats parce qu'on va ensuite pouvoir débattre sur des propositions. Je suis tout de même inquiet parce que on présente Valérie Pécresse comme étant une des plus modérées et pourtant, je vois des propositions extrêmement radicales. Par exemple, la suppression de plus de 200 000 fonctionnaires, alors même que je crois que nous avons besoin de plus de policiers, plus de forces de sécurité, plus de soignants dans nos hôpitaux, plus d'enseignants. Et puis, je vois aussi une proposition, moi, qui m'a paru très stigmatisante, c'est le fait de varier les sanctions selon le quartier où l'on habiterait. Ça, vraiment, ça me semble une proposition qui flirte avec l'extrême droite, parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser des populations selon leur code postal, selon leur adresse. Au contraire, on doit remettre des services publics dans certains quartiers, on doit remettre un accompagnement spécifique et non pas renforcer des sanctions selon l'adresse, parce qu'il y aurait là une injustice, voire même une inconstitutionnalité. Sur ces présidentielles, vous soutiendrez sans réserve la candidature d'Emmanuel Macron? Oui, sans réserve. Je pense que, et j'espère que le président de la République annoncera qu'il sera de nouveau candidat parce que, pour moi, il représente bien la France à l'international. C'est ce que j'attends d'un président de la République, du dynamisme, de la fermeté quand il faut, de la modernité. C'est important, l'image de la France. Et en interne, les politiques que nous menons, à la fois sur le dynamisme économique, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur les aspects sociaux, les réformes sociétales, sur l'école, je me sens tout à fait à l'aise dans la politique de la majorité. Bon, il y a peu de doute sur sa candidature. Je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut en douter, notamment
les membres de La République En Marche, le président précédent, François Hollande, ne s'était pas représenté. Il était d'ailleurs l'invité, un peu exceptionnel, on peut le dire, du JT de Télé Grenoble. On le voit sur ces images lundi, en début de semaine. Il a été assez critique envers son ancien poulain, Emmanuel Macron, estimant qu'il n'avait pas de cap précis, qu'il changeait d'opinion et de conviction au gré des événements, en passant de la rigueur au quoi qu'il en coûte. J'imagine que vous avez voté pour François Hollande en 2012. Vous êtes d'accord avec l'analyse de l'ancien président sur le nouveau ? Moi, je trouve qu'il s'abîme finalement en tombant dans le ressentiment ou les petites phrases. C'est finalement presque Nicolas Sarkozy qui est à la hauteur de la fonction d'un ancien président plutôt que de François Hollande qui cherche à faire des mots d'esprit ou des petites phrases. Et je crois au contraire du président François Hollande que dans la crise des Gilets jaunes ou face à la crise sanitaire, le fait que le président de la République ait su faire preuve de pragmatisme et effectivement parfois de changer de cap selon les circonstances, eh bien, c'est une capacité d'homme d'État plutôt que de s'enferrer dans telle ou telle décision. Aujourd'hui, on voit bien que les choses vont de plus en plus vite. On est dans un monde qui est mouvant, avec des crises qui sont mondiales, et la capacité à s'adapter est une force. Alors, pourtant, vous n'avez pas toujours été d'accord avec les décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron pendant votre mandat. Je rappelle, en octobre 2020, vous étiez venu en parler d'ailleurs sur ce plateau. Vous aviez voté contre la réintroduction des néonicotinoïdes, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, oui. Qui avait été interdit quelques années avant et que le gouvernement a remis en place. Ce sont des pesticides assez violents, notamment sur les champs de betteraves. Certains marcheurs avaient quitté pendant le mandat La République En Marche justement pour protester contre certaines décisions qui ne leur plaisaient pas. Vous avez été tenté, vous, de partir du mouvement ? Non, parce que dans notre majorité, on peut exprimer des sensibilités, voter parfois contre un texte, en étant respecté dans ses engagements. Et donc, c'est cette capacité d'ouverture, finalement, qu'il y a dans la majorité présidentielle. C'est ce que nous avons aussi démontré cette semaine avec le rassemblement Ensemble Citoyen, qui permet aussi bien de rassembler l'ensemble des partis politiques de gauche et de droite derrière le souhait d'une nouvelle candidature du président de la République. Eh bien, c'est dans cette expression des sensibilités autour d'une politique d'ensemble commune que nous nous rassemblons et dans laquelle, finalement, je m'épanouis. Donc oui, j'ai exprimé parfois des désaccords, des sensibilités, mais c'est possible dans notre mouvement et je ne compte pas en partir. Bon, vous rappeliez que vous considériez encore aujourd'hui comme un homme de gauche. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été décidé en 2018 ? Un rapport qui est sorti récemment de France Stratégie a montré que cette mesure avait eu aucun effet escompté. En gros, l'argent économisé par les plus riches n'a pas été réinvesti dans l'économie française. Il faudra revenir sur cette suppression dans le second mandat si jamais Emmanuel Macron est en poste. C'est intéressant d'avoir ce genre d'analyse au bout de quelques années de mise en place d'une loi, effectivement, parce que ça permet de voir si ce que l'on escomptait s'est réalisé. Si effectivement il n'y a aucun des objectifs qui étaient attendus qui s'est réalisé, alors peut-être il faudra rediscuter cela, y compris avec le sujet, en le liant au sujet du climat, où on peut essayer, certains promeuvent un ISF climatique, d'essayer de voir comment les plus aisés d'entre nous peuvent contribuer aux politiques de transition écologique. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'ensemble des politiques que nous avons menées a permis de renforcer l'attractivité de la France. Aujourd'hui, la France est le premier pays en Europe qui attire les investissements étrangers et a permis de renforcer la lutte contre le chômage. On a retrouvé un niveau de chômage qu'on n'avait plus vu depuis 2007. Et donc, plus il y a finalement de nos concitoyens qui trouvent un emploi, plus la France est attractive et plus il y a d'investissements d'entreprises étrangères en France, et plus on dégage des marges de manœuvre pour financer notre modèle social. Donc moi, je suis à l'aise avec ces politiques, à la fois sur le plan économique, mais aussi de redistribution sur le plan social, puisqu'on a aussi mis en place l'augmentation de la prime d'activité, des baisses de cotisations sociales qui ont permis des hausses de pouvoir d'achat. Avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est quasiment un 13e mois pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc ça, plus le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire, je crois que ce sont des réformes équilibrées, à la fois sur le plan économique et sur le plan social, que nous avons mises en œuvre. Bon, si vous reprenez l'ISF climatique à votre
votre compte. Vous allez faire plaisir au maire de Grenoble, Éric Piolle, qu'il avait dans son programme. Vous parlez des réformes sociales. Les revendications sociales ont été quand même nombreuses pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense notamment à cette crise des gilets jaunes qui n'est pas complètement terminée. Alors la semaine dernière, une polémique s'est créée suite au financement par la ville de Grenoble justement d'un abri pour les gilets jaunes à côté d'un rond-point de la commune. Alors je précise que cette initiative que l'on voit en image s'inscrit dans le cadre des chantiers ouverts au public. Des habitants peuvent proposer de réaliser un projet d'aménagement sur l'espace public et puis la ville, si elle le trouve opportun, finance les matériaux nécessaires. Votre collègue Émilie Chalas, députée de Grenoble, a crié au scandale. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, je suis assez scandalisé par cette décision parce que je crois que c'est clairement un mouvement politique qui est financé avec des revendications vraiment anti-gouvernementales. Par ailleurs, Éric Piolle a justifié cette subvention dans un tweet en disant il est important d'être attentif à ceux qui ont tout perdu. C'est quand même intéressant de voir que ce tweet est très condescendant puisqu'il assimile les gilets jaunes à des SDF, alors que je ne crois pas du tout que ce soit cela. Qu'il faille entendre des revendications, c'est une chose. Qu'une ville subventionne comme ça un abri au bord d'un rond-point, cela me choque. Alors vous êtes membre à l'Assemblée nationale de la Commission développement durable et aménagement du territoire. Vous aviez soutenu en 2020 la Convention citoyenne pour le climat mise en place par Emmanuel Macron. On rappelle que 150 citoyens choisis au hasard devaient faire des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 40% d'ici 2030. La Convention s'est achevée en début d'année 2021. Quel bilan vous faites de cette initiative ? Bon, d'abord, c'est pour la première fois la loi en France qui a été le plus co-construite avec des citoyens. Donc c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, certains ont l'impression qu'on n'est pas allé assez loin par rapport aux propositions qui étaient faites par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Mais malgré tout, beaucoup de choses qui se retrouvent dans la loi sont issues des propositions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Emmanuel Macron, il a créé différentes instances. À la fois le Haut Conseil pour le climat, des scientifiques qui, tous les 6 mois, jugent et analysent la stratégie de la France et sont capables de nous aiguillonner aussi quand on dérive. Cette Convention citoyenne pour le climat qui permet à des citoyens, d'une part, de participer au débat public, mais d'autre part, à l'élaboration des propositions qui vont ensuite être votées au Parlement. Et puis, un Conseil de défense écologique. Ça, c'est la réunion tous les mois et demi d'un grand nombre de ministres autour du président de la République pour prendre des grandes décisions et sortir des démarches en silo, en tuyaux d'orgue, qui nous permettent de prendre des grandes décisions comme l'arrêt de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt de la mine Montagne d'Or en Guyane, la fin du terminal T4 de Roissy ou du grand centre commercial Europa City, et puis la fin des centrales à charbon. Donc on voit qu'il y a finalement nécessité d'associer la culture scientifique, plus de rationalité dans le débat public, et les citoyens. Ensuite, il est vrai qu'ils ont fait leurs travaux entre 2019 et 2020, et nous avons repris le chantier à l'Assemblée nationale sur le deuxième semestre 2020, en plein dans la crise sanitaire. Et donc, il était difficile d'avoir le même niveau d'ambition par rapport à certaines filières économiques que eux l'avaient pensé, alors même que la crise économique touchait très durement et très gravement beaucoup de secteurs, l'aviation en particulier, mais aussi beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une petite différence entre le niveau d'ambition souhaité par les concitoyens et là où on est allé à l'Assemblée nationale, même si moi, je portais beaucoup d'amendements très volontaristes qui n'ont parfois pas été acceptés. C'est vrai. Vous dites une petite différence pour certains citoyens qui ont participé à cette convention. Ils estiment qu'elle est plutôt grosse, cette différence. Je vous propose d'écouter l'avis de Marie-Sylvie Denain. C'est une des 3 Iséroises qui avait été tirée au sort, donc elle a participé à tous ces travaux. Elle était l'invitée de notre JT le 8 avril dernier sur le plateau de Télé Grenoble. Je vous ai apporté 2 documents qui donnent une petite appréciation des choses. Voilà. Alors, ce gros manifeste, c'est donc le rapport que nous avons sorti à l'issue de la Convention citoyenne. Et en gros, voici le tableau de suivi donc, de la mise en œuvre des propositions qui a été proposée par le gouvernement. Donc, on voit le ratio. C'est exactement ça. C'est une belle métaphore. C'est-à-dire que sur nos 149 propositions, peu ont été reprises et toujours à minima. Donc, on a éprouvé beaucoup de déception. Ça sert à quoi de demander aux citoyens de faire autant de propositions si derrière elles ne sont pas appliquées ou elles sont édulcorées, on va dire ?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse comparer le travail des citoyens et celui de la représentation nationale, députés et sénateurs, en regardant l'épaisseur du livre ou... Elle avait bien préparé son coup, je pense. Parce qu'il y a énormément d'articles dans la loi, plus de 300 à la fin de la sortie de la loi. Et donc, on a traité vraiment l'ensemble des thématiques. Et ça a donné beaucoup de travail. C'est un travail qu'on a fait sur 6 mois à l'Assemblée nationale. Après, c'est vrai qu'entre les citoyens voulaient souvent des interdictions et de façon très rapide, que ce soit sur les transports ou que ce soit sur certaines filières de vitesse aussi sur l'autoroute. Voilà. Et nous sommes allés parfois sur des expérimentations, sur des phases de 2-3 ans, et ensuite une possibilité de généralisation. Moi, je portais des amendements, par exemple, pour interdire la publicité non désirée dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, vous avez 90% des publicités que nous recevons dans les boîtes aux lettres qui vont à la poubelle directement. Donc j'avais un amendement qui était tiré de la Convention citoyenne pour le climat pour l'interdiction. Bon, le gouvernement et puis notre majorité a choisi d'aller sur une expérimentation de suppression sur 10% du territoire, et puis une évaluation dans 3 ans, et pourquoi pas une généralisation. On a fait ça aussi sur la publicité. Moi, je voulais aller plus loin sur des interdictions de publicité ciblées en fonction d'un affichage environnemental que nous avons créé dans la loi. Pour l'instant, on est juste sur une interdiction sur les énergies fossiles. Je pense qu'on peut effectivement aller plus loin. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Effectivement, tout n'a pas été aussi loin que ce que les citoyens auraient souhaité. Il y a aussi la période, et je vous l'ai expliqué, dans laquelle on a travaillé, qui était un peu différente, puisqu'on était vraiment au cœur de la crise économique et dans la crise sanitaire. Donc il faut aussi pouvoir tenir compte de la situation et de la santé des filières économiques quand on fait une loi. Mais maintenant, après les expérimentations, il faudra que nous allions plus loin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a urgence climatique. Cette urgence, est-ce qu'elle est compatible avec justement ces expérimentations ou ce temps politique qui est souvent assez long, en tout cas qui est jugé comme ça par beaucoup de citoyens? Il y a à la fois urgence, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à convaincre les acteurs économiques, mais aussi nos concitoyens d'évoluer et de changer. Parce que tout ne passera pas par la loi, par les règles ou par l'impôt. Donc, tout ce qu'on fait sur la sensibilisation, dans cette loi, il y avait aussi le verdissement de la commande publique. Ça, c'est très important parce que c'est un levier pour tirer ensuite l'ensemble des secteurs économiques. Ce qu'on fait sur l'affichage environnemental, on passait finalement d'un carbon score où on donne les émissions de gaz à effet de serre d'un produit à un planet score où on vient expliquer finalement quelles sont les conséquences en termes de perte de biodiversité, d'environnement, des produits que nous achetons. Tout ça, c'est fondamental pour faire évoluer les comportements. Et puis, moi, je souhaite qu'on passe d'une écologie de la contrainte à une écologie du contrat. Parce que quand on fait trop de contraintes, quand on fait une écologie trop punitive, et parfois certains verts associés à la France insoumise veulent nous tirer vers cette écologie punitive, eh bien on est contre-productif. Parce qu'ensuite, les gens se braquent, les filières économiques se braquent et on enterre des bonnes idées pour longtemps. Alors que si on passe dans une écologie contractuelle, où filière par filière, on se donne les objectifs, long terme, neutralité carbone en 2050, moyen terme, diminution de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, et puis année après année, comment on fait pour y arriver? Eh bien, c'est en faisant des contrats, filière par filière, avec nos agriculteurs, avec nos transporteurs, avec les entreprises, avec les citoyens aussi, pour voir comment chacun peut être acteur de la transition. Eh bien, c'est comme ça, finalement, que dans les 5 et 10 ans qui viennent, on arrivera à rehausser encore notre ambition. Accompagnement, incitation et contrainte en dernier ressort. Alors, cette loi climat résilience a été adoptée en mai dernier. 2000 personnes, on les voit en images, dont Éric Piolle, ont marché à Grenoble pour dénoncer le manque d'ambition de cette loi. Selon les défenseurs de la planète, ça ne va pas assez vite et assez loin. Vous avez expliqué votre point de vue. Vous considérez qu'il y a eu assez d'écologie dans le premier mandat d'Emmanuel Macron ? Je considère qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire ni autoflagellation, ni autosatisfaction. C'est-à-dire que je n'accepte pas ceux qui disent que rien n'aurait été fait, alors même que nous avons un bilan. J'ai cité des projets qui avaient arrêté, j'ai cité la fermeture des centrales à charbon. On peut citer aussi l'intensification de la rénovation des bâtiments avec MaPrimeRénov' qui marche très très bien, le plan France Relance qui a consacré 30 milliards d'euros en 2 ans sur la transition écologique. Donc énormément d'actions ont été faites. Le bilan n'est pas mauvais, un virage a été pris, mais il faut encore l'amplifier. Donc ni autosatisfaction, ni autoflagellation. Il faut encore amplifier ce bilan. Et dans la majorité, je fais partie de ceux qui souhaitent effectivement que nous allions encore plus loin dans les 5 et 10 ans qui viennent. Un des points qui avait été retoqué, par exemple, qui est assez symbolique, c'est la limitation de vitesse de 130 à 110 km/h sur les autoroutes. Ça, vous y seriez favorable ?
C'est pas très populaire. Je pense que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas là sur les économies d'énergie. Nous avons bien d'autres mesures à mettre en place, bien plus utiles et bien plus payantes pour la diminution des gaz à effet de serre, que des sujets qui viennent finalement un peu cliver les Français entre zones rurales, métropoles. Donc laissons de côté finalement les mesures qui clivent et qui ne sont pas des plus utiles et mettons le paquet sur des contrats de filière, des négociations avec les agriculteurs, les transporteurs, l'accompagnement des citoyens. Là, on y gagnera tous. Alors, dans cette loi climat résilience, il y a l'extension des zones à faible émissions, on appelle ça les ZFE, à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024. Alors ici, chez nous, à Grenoble, on a pris un peu d'avance puisque la métropole s'était portée volontaire pour expérimenter justement ces restrictions qui sont fonction de l'âge du véhicule. Pour l'instant, ça ne concernait que les véhicules utilitaires et les camions, mais on va bientôt rentrer dans le dur avec les véhicules de particuliers. Interdiction, par exemple, pour les vignettes critères 5 en 2023, interdiction pour les critères 4 en 2024 et critère 3 en 2025. Ça fait près de 100 000 véhicules selon les estimations de la métropole, des véhicules de particuliers qui ne pourront plus circuler dans l'agglomération rapidement, d'ici 2 ou 3 ans. Là aussi, c'est une mesure qui risque d'être très compliquée à mettre en place dans ce timing. Oui, c'est vrai, mais en France, la pollution de l'air, la pollution aux particules, la pollution à l'ozone, aux oxydes d'azote, eh bien, cause environ 50 000 décès prématurés chaque année. Et chaque année, l'Europe nous met en demeure d'agir et d'améliorer la situation. Donc, il faut absolument prendre des mesures. Et d'ailleurs, les véhicules ne sont pas la seule cause de cette pollution aux particules. Vous avez aussi le chauffage au bois non performant. Et je salue d'ailleurs l'action de la métropole. Christophe Ferrari est très volontariste sur ce sujet pour avoir des subventions et certaines communes d'ailleurs les amplifient encore pour essayer de changer des chauffages au bois non vertueux. Mais les véhicules sont une des raisons de ces émissions de particules et il est important de pouvoir petit à petit transformer notre parc de véhicules vieillissants vers des véhicules modernes et puis d'ici 10 ou 15 ans vers des véhicules électriques. Parce que ça nous permettra d'une part de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc ça c'est la pollution globale, et puis aussi de diminuer la pollution aux particules, le bruit. Et donc je pense que c'est bon que nous ayons l'ensemble des métropoles de France, 45 métropoles de plus de 150 000 habitants, qui prennent des mesures en ce sens. C'est vrai que le calendrier est très ambitieux et donc je comprends les inquiétudes qui peuvent naître, certains concitoyens qui ne trouvent pas que leur véhicule soit très polluant ou le monde économique. Et donc il y aura peut-être des ajustements à trouver dans le prochain mandat, dans la prochaine mandature, les prochains 5 ans. Ça veut dire reculer l'échéance? Non, mais peut-être voir là où il y a des trous dans la raquette. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore des engins de travaux publics où il n'y a pas l'alternative plus propre à acheter. Il y a aussi les vignettes critères pour lesquelles certains véhicules récents, pourtant, ne sont que classés 2 et donc il faudrait en changer dans 2 ou 3 ans. Donc moi je pense qu'on peut peut-être essayer d'adapter le classement critère ou essayer de voir quand il n'y a pas l'alternative pour changer les véhicules, pourquoi pas faire des adaptations et puis aussi rehausser les accompagnements qui sont déjà conséquents, que ce soit la prime à la conversion des véhicules ou les bonus automobiles que nous avons mis en place. Aujourd'hui on peut avoir une prime à la conversion ou un bonus pour aller vers un véhicule d'occasion, pour un véhicule plus récent. Eh bien il nous faut encore renforcer ces aides pour accompagner et que chacun ait une solution, que ce soit dans les transports en commun, dans les mobilités douces, ou s'il veut changer de véhicule. C'est pas une bombe à retardement quand même ce projet. On a vu que pour quelques dizaines de centimes d'augmentation du prix de l'essence, les gilets jaunes étaient descendus sur les ronds-points. Là, on parle d'interdiction d'utiliser son véhicule personnel pour des véhicules, on va dire, plutôt sur des familles modestes qui n'auront pas forcément les moyens, même s'il y a des aides, d'aller racheter des véhicules neufs électriques. Quand on va être confronté justement à cette interdiction, vous n'avez pas peur que là, vous ayez un potentiel climat d'insurrection de nos... La pollution de l'air, la pollution aux particules, c'est une bombe à retardement. Donc c'est ça qu'il nous faut traiter et que nous ayons des politiques volontaristes en la matière, c'est plutôt vertueux. Ensuite, l'accompagnement des plus modestes pour que le reste à charge soit le plus petit possible pour s'adapter à des nouvelles réglementations, ça c'est aussi très important à regarder et c'est l'enseignement qu'il nous faut tirer effectivement de la crise des Gilets jaunes. Bon, à suivre. On verra ça dans les années à venir. La transition écologique, elle se passe aussi dans la production d'énergie. Emmanuel Macron a rappelé il y a quelques semaines son attachement à la production d'énergie nucléaire, qui va même développer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie ?
Oui, alors aujourd'hui, depuis 2017, les choses ont changé. Il faut d'abord, on a vraiment pris le virage de la réindustrialisation du pays, et donc au lieu de délocaliser des productions, on les fait chez nous, et donc ça augmente naturellement la consommation d'énergie. Ensuite, on a mis le paquet sur l'hydrogène. Jusqu'à présent, on avait en début de quinquennat un plan Hulot à 100 millions d'euros. Eh bien là, depuis les 3 dernières années, on a décidé un grand plan de 10 milliards d'euros pour la production d'hydrogène, afin de bénéficier de notre mix électrique très décarboné, énergie renouvelable, hydraulique, nucléaire. Et donc ça va augmenter nos consommations d'électricité. Et puis, il y a aussi une électrification des usages. Dans le bâtiment, on bascule des chaudières au fioul vers des pompes à chaleur électriques. On bascule aussi la flotte de véhicules thermiques vers des véhicules de plus en plus électriques en une quinzaine d'années. Donc ça fait que quand on regarde la photographie de 2050 de la consommation, on va diminuer globalement nos consommations énergétiques, et en particulier les énergies fossiles que nous importons, mais on va augmenter la part de consommation d'électricité. Et donc pour ça, notre pays doit mettre en place une triple stratégie. Efficacité énergétique et sobriété poussée à plein. Et ça, c'est tout ce qu'on fait dans la rénovation des bâtiments, dans l'amélioration de notre parc productif. C'est le développement des énergies renouvelables, éolien, solaire, hydraulique, avec le vecteur hydrogène. Et puis, c'est la poursuite des investissements dans le nucléaire. C'est vrai pour la prolongation des centrales. Aujourd'hui, celles qui arrivent à 40 ans, il va falloir essayer de les prolonger à 50 et 60 ans. C'est vrai pour le nouveau nucléaire. Le président de la République a parlé des Small Modular Reactors. Et puis, c'est vrai pour la construction de réacteurs de type Flamanville, celui qu'on est en train de construire à Flamanville, qui est une tête de pont et qui nous permettra d'avoir environ 50% d'énergie nucléaire et 50% d'énergie renouvelable quand on regarde le mix électrique de 2050 avec plus de consommation d'énergie électrique. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cet équilibre qui permet à la France d'être un des pays au monde avec une électricité la plus décarbonée. C'est vraiment un atout parce que c'est une électricité qui est peu chère et qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Vous voyez quelques images, non pas de Flamanville, mais de la centrale du Bugey, qui est aux portes de l'Isère, au nord de notre département. Ça veut dire que pour vous, même au XXIe siècle, l'énergie nucléaire sera toujours importante à produire sur notre territoire. Alors le 22e siècle, c'est plus loin encore. Là, on parlait de 2050, 2060. Sur des centrales de 50 ans, on est en 2020-2030, on ne sera pas loin de la fin du 21e, donc du début du 22e. Oui, donc en tout cas, dans la phase de transition, le gaz, le biogaz par exemple, et le nucléaire sont vraiment des énergies très utiles pour se passer du charbon, du fioul, du pétrole, qui elles sont extrêmement émissives de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, c'est notre ennemi premier dans l'objectif de neutralité carbone que nous avons et d'essayer de diminuer ce réchauffement. Vous avez évoqué l'éolien. Il y a à peu près 8000, je crois, éoliennes en France. Il n'y en a pas du tout en Isère. Je crois 2 dans le sud du Trièves, qui sont plus symboliques qu'autre chose. Est-ce qu'un député comme vous a le pouvoir d'initier des projets éoliens, par exemple, sur son territoire ? Non. Non, ce n'est pas un député qui peut initier des projets. Ce qui fait que des projets se développent, c'est quand il y a le potentiel en termes d'ensoleillement pour le solaire ou de vent, bien sûr, pour l'éolien. C'est aussi de plus en plus essayer d'associer les collectivités locales et les citoyens à la réalisation des projets. Parce qu'on voit bien que l'enjeu, c'est l'acceptabilité des projets de développement d'énergie renouvelable. Si on n'arrive pas à sortir des projets en moins de 7, 8, même 12 ans pour l'éolien en mer, eh bien, on n'arrivera pas à être dans la trajectoire nécessaire. Dans les autres pays, en Allemagne ou aux Pays-Bas, ils arrivent à sortir des projets en 7 ou 8 ans, là où il nous faut plus d'années en France. Donc, simplification, association des citoyens au projet, et puis équilibre des énergies entre les énergies électriques et les énergies thermiques. C'est important aussi de dire que pour passer la pointe du soir, si on électrifie trop les usages, eh bien, on aura aussi un problème de pointe à gérer. Et c'est pour ça aussi, moi, que je favorise le développement de la méthanisation, qui permet de trouver des revenus aussi annexes et connexes pour nos agriculteurs. Donc les énergies thermiques, les réseaux de chaleur. Ici, dans la métropole grenobloise, nous avons la chance d'avoir un réseau de chaleur parmi les plus performants de France. Donc bravo aux élus de la métropole qui promeuvent ce réseau. Eh bien, il faut soutenir toutes ces complémentarités. Alors vous évoquiez un instant la réindustrialisation de la France. Ça tombe bien, puisque c'est l'objet de la question de Franck Longo, qui est le maire de Fontaine, qui était notre invité la semaine dernière. On lui a évidemment, comme on le fait à chaque fois depuis le mois de septembre, demandé de vous poser une question, Jean-Charles Collaroy. Monsieur le député, cher Jean-Charles, je sais que vous êtes attaché
aux questions qui concernent l'économie, puisque vous êtes vous-même issu du monde de l'entreprise dans votre activité personnelle. À Fontaine, nous avons un sujet extrêmement important qui concerne nos jeunes, qui concerne l'emploi. Et donc ma question va se tourner vers ces sujets-là. D'abord, pouvez-vous nous expliquer comment nous allons arriver dans notre pays à réindustrialiser pour bien sûr développer notre économie et favoriser l'emploi. Et ensuite, particulièrement sur les friches industrielles et commerciales, puisqu'on le voit, sur un territoire comme Fontaine, on est une petite commune et on doit forcément reconstruire la ville sur la ville et reconstruire les entreprises sur les entreprises. Donc comment on arrive à se saisir de ces sujets-là et quelles sont nos perspectives ? La réponse de Jean-Charles Collaroy. Bon, d'abord, je suis très heureux de cette question de Franck Longo, qui est un maire qui a beaucoup de dynamisme dans sa ville de Fontaine et que je salue. Effectivement, moi, je suis très attaché à ce sujet de la réindustrialisation du pays. Parce que d'abord, c'est une question de souveraineté. Pendant 30 ans, on a perdu des emplois industriels et on a délocalisé. Et on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire combien on était dépendant pour des productions pourtant stratégiques de pays asiatiques ou sur l'énergie, du fioul, du Moyen-Orient ou de la Russie. Donc, c'est un enjeu de souveraineté. C'est une question d'emploi aussi, parce que quand on recrée des usines, des entreprises en France, eh bien, on développe l'emploi local et ça donne du sens aussi pour les nouvelles générations. Et puis, c'est bon pour l'environnement, parce que finalement, on produit en France et il n'y a pas les problématiques de transport et on utilise notre mix énergétique décarboné. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place, au niveau de la majorité du gouvernement, un fonds friche, 300 millions d'euros pour essayer d'identifier les différentes friches industrielles et commerciales et pour essayer de redynamiser. Parce que nous avons aujourd'hui une double contrainte. À la fois, il nous faut réindustrialiser le pays, développer les énergies renouvelables comme jamais, et il nous faut faire attention à l'artificialisation des sols. Nous avons aussi mis des contraintes, un objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050, parce qu'il ne s'agit pas non plus que nous gagnions trop d'espace naturel. Il nous faut faire attention au sujet de biodiversité et d'emprise sur le naturel. Donc, cette réindustrialisation, elle passera par l'identification de tous les sites potentiels, que ce soit industriel, commercial, abandonnés, par une architecture nouvelle qu'il nous faut créer et soutenir. Le plan France Relance, le fonds friche mis en place par le gouvernement peuvent aider à développer des projets. Est-ce qu'il faut jouer aussi sur le coût du travail, faire baisser les charges? Parce que si beaucoup d'industries se sont délocalisées à l'étranger, c'est aussi parce que la main-d'œuvre était beaucoup moins chère? On l'a déjà fait depuis 2017, donc je ne sais pas s'il faut encore aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la France, je l'ai dit, est le premier pays en termes d'attractivité en Europe. Donc nous avons gagné et nous avons réussi à inverser cette tendance par rapport à d'autres pays. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller plus loin. Aujourd'hui, il faut trouver les conditions avec les élus locaux pour débloquer des projets. Peut-être faire des exceptions à la loi, par exemple sur l'artificialisation quand il s'agit de projets d'implantation d'énergie renouvelable, quand il s'agit d'une entreprise stratégique, être capable d'avoir la bonne intelligence, le bon maillage des projets pour à la fois du développement économique tout en respectant l'environnement et la nature. Alors des friches industrielles, il y en a sur la commune de Franck Longo à Fontaine, il y en a une aussi sur votre commune à Saint-Martin-d'Air. On voit les images à l'entrée du campus, les anciennes usines Nerpic à l'abandon depuis plus d'une quinzaine d'années avec un projet de centre commercial sur cet espace. 24 000 m² de surface, 7 500 m² d'esplanade, 850 places de parking, près d'une centaine de boutiques, une vingtaine de cafés et de restaurants, 2000 emplois à la clé. Là, on est sur un bon projet de réindustrialisation de friches industrielles. Oui, donc... Moi, je fais partie de l'opposition à Saint-Martin-d'Air. Vous n'étiez pas d'accord, c'est pour ça que je vous lance là-dessus. Et avec mon groupe SMH Demain, Philippe Charlot, Claire Menu, nous étions pour un projet plus connecté à l'université et qui finalement faisait la part plus belle à des services publics. Aujourd'hui, là, il s'agit d'un grand centre commercial, un peu, je dirais, d'un autre temps. Je ne suis pas sûr que des projets qui se faisaient il y a 20 ans, qui ressemblaient un peu à ça, soient aujourd'hui ce que souhaitent nos concitoyens. Malgré tout, il y avait différents recours, ils ont été purgés. Donc la majorité communiste en place à Saint-Martin-d'Air souhaite développer ce projet. Eh bien, moi je suis légaliste, elle peut le faire. J'espère juste qu'elle fera les ajustements nécessaires pour faire plus de connexions avec le domaine universitaire qui est à proximité. Et puis, ce qui est quand même marrant à constater, c'est de voir que, alors même que cette majorité communiste fait des discours anticapitalistes à longueur de conseils municipaux,
municipaux, nous aurons là un temple de la consommation avec des boutiques, des restaurants et beaucoup plus un grand centre commercial qu'un pôle de vie comme la novlangue communiste aime à l'appeler. Bon, il va y avoir à peu près 200 millions d'euros d'investis par des fonds privés. Vous évoquiez un autre piste de projet avec des services publics. Là, il aurait fallu que l'État investisse. C'est peut-être pas facile pour des élus de mobiliser de l'argent public sur des montants aussi importants. Oui, je crois, mais enfin, sur des projets comme ça, quand on réfléchit à un musée en lien avec l'université, un musée sur l'histoire patrimoine du site industriel, je pense que des complémentarités et puis des projets auraient pu être menés avec le département, avec la région, avec les autres collectivités, et non pas simplement un grand centre commercial ou un grand cinéma. Bon, la première pierre sera posée lundi 6 décembre. Vous serez présent à ce lancement officiel? Je n'ai pas encore reçu l'invitation, mais il n'est jamais trop tard. Bon, elle a été envoyée aux médias, ils ont peut-être oublié, ils ont encore tout le week-end pour se rattraper. On va terminer cette émission en parlant évidemment de la crise sanitaire qui nous occupe depuis plus de 20 mois. La situation évolue très vite en ce moment. Vous êtes inquiet pour les fêtes de Noël et puis la saison des stations de ski sur notre territoire? Oui, il faut qu'on soit tous mobilisés parce que la situation évolue vite. Il y a une reprise épidémique. La troisième vague de vaccination, la troisième dose de vaccination est en cours. Donc, je ne peux qu'inviter l'ensemble de nos concitoyens à effectuer ce rappel. Je voudrais remercier bien sûr l'ensemble des soignants qui se mobilisent, l'ensemble des collectivités locales aussi qui mettent à disposition des salles pour effectuer cette vaccination. Ça monte en puissance, près de 500 000 doses de rappel chaque jour. C'est ce qui nous permettra d'essayer que nous n'ayons pas un engorgement aux urgences. Moi, je pense au personnel soignant, mais je pense aussi à l'ensemble des activités que nous avons envie de maintenir, des activités festives, les activités de loisirs. C'est la vaccination, le pass sanitaire qui nous permettent de maintenir ces activités ouvertes, restauration, culture. Eh bien, essayons collectivement de bien mettre en place les gestes barrières, de faire cette dose de rappel pour que nous n'ayons pas à prendre des mesures plus coercitives. On évoquait tout à l'heure l'urgence climatique. Là, il y a une urgence sanitaire. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui d'obliger la partie de la population qui n'est pas vaccinée à le faire, de rendre cette vaccination obligatoire ? C'est un débat qui est légitime. Moi, je n'y suis pas favorable pour le moment. Je pense qu'avec effectivement les mesures incitatives, avec les gestes... Ça fait des mois qu'on incite la population. Oui, il y en a un quart qui ne l'a pas fait. Oui, un quart. Mais si on met de côté aussi les enfants, on fait partie des pays qui ont le plus vacciné. Donc, il faut aussi remercier et saluer les Français et le personnel soignant. Et je crois qu'avec les restrictions supplémentaires qu'on a mis en place sur le pass sanitaire, qui n'est plus valable que pendant 24 heures, eh bien, on fait comprendre que la vaccination est absolument nécessaire pour passer cette 5e vague. On va réouvrir des centres de vaccination, notamment le vaccinodrome d'Alpexpo, selon vos informations? Je n'ai pas encore ces informations. C'est la préfecture, en lien avec l'autorité régionale de santé, l'agence régionale de santé, qui en décideront. Mais effectivement... Aujourd'hui, on peut trouver, certes sur des plateformes type Doctolib, Keldoc, des informations et on peut s'inscrire, mais il y a aussi le site internet de santé.fr du ministère de la Santé qui référence l'ensemble des professionnels de santé qui peuvent vacciner. Donc si vous avez un doute ou si vous avez un rendez-vous qui est trop tardif sur une des plateformes, n'hésitez pas à aller voir sur santé.fr. Le ministère de la Santé qui est dirigé par Olivier Véran, que vous connaissez bien puisque vous avez été collègue député de l'Isère pendant quelques années. Olivier Véran qui n'avait jamais caché son ambition de devenir ministre. Il a fini par y arriver il y a 2 ans. Est-ce que vous, c'est un poste qui pourrait vous intéresser dans le futur si vous étiez réélu ? Bon, d'abord, dire que moi, je suis assez admiratif de la façon dont Olivier Véran a pris ce poste en pleine crise sanitaire et a tenu la barre dans des moments très difficiles. Et puis, quand on est aux responsabilités, quand on a envie d'agir comme moi, bien sûr que ce sont des fonctions qui attirent. Mais vous savez, je suis aussi très à l'aise et très bien dans ma fonction de député. Et on verra ce qu'il en est plus tard. Mais en termes de transition écologique, oui, quand on a envie d'agir, on a envie d'être avec le maximum de manettes et de leviers pour pouvoir faire changer les choses.
Dans quel domaine, par exemple? Olivier Véran, c'était clairement la santé, vous? La transition écologique. La transition écologique. Ouais, bon, voilà, à la place de Barbara Pompili. Non, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Voilà, je suis bien dans mon mandat avec cette envie de poursuivre mon action. Puisqu'on parle de santé, je voulais vous montrer une dernière image, Jean-Charles Collaroy. Vous allez vous reconnaître, même si nous, on ne vous reconnaît pas tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, avec ce casque de réalité virtuelle? Là, je suis en train de faire une sensibilisation aux gestes de premier secours avec un casque de réalité virtuelle qui permet, dans des entreprises, en 2 heures, de venir apprendre les gestes qui sauvent. J'ai été à l'initiative d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale de création d'un statut de citoyen sauveteur et pour promouvoir la formation aux gestes qui sauvent, parce que chaque année, 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque et le taux de survie est uniquement de 7%. Et chaque minute qui passe avant l'arrivée des secours professionnels, ce sont 10% de chances de survie en moins pour la victime. Donc il faut que les voisins, la famille qui assistent à l'arrêt cardiaque ou qui sont à proximité fassent les gestes de premier secours avant que les secours professionnels n'arrivent. Et donc c'est pour ça que tout ce qui peut se faire dans l'entreprise, dans le monde du travail, effectivement aussi à l'école, eh bien c'est important pour sensibiliser la population, parce que quand on intervient, on sauve des vies. Et si jamais on passe le taux de survie de 7% à 15%, on pourra sauver 4000 vies chaque année. Voilà, un arrêt cardiaque, ça ne doit plus être une fatalité. On peut sauver beaucoup de vies. Bon, si le sujet vous tient à cœur, c'est que vous avez été confronté à un arrêt cardiaque de votre femme, il y a une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. En 2006, elle a fait un arrêt cardiaque. J'ai pratiqué les gestes de premier secours. Vous les connaissiez à l'époque? J'avais fait une sensibilisation 13 ans auparavant, quand j'étais adolescent. Puis c'est vrai qu'on ne réfléchit pas trop, donc j'ai pratiqué ces gestes. Les secours sont ensuite arrivés au bout d'une vingtaine de minutes. Et par chance, elle s'en est sortie. Donc je sais toute l'utilité, effectivement, des gestes de premier secours. Allez, on arrive au terme de cette émission. Comme à tous les invités, on propose une petite carte blanche, un sujet que vous avez envie d'aborder, qu'on n'a pas eu le temps de traiter sur la première partie. Oui, je voulais parler du sujet de l'école. Voilà, moi, je suis fils et petit-fils d'enseignantes, d'institutrices. Moi, je suis très fier que nous ayons, pendant la crise sanitaire, été un des pays ou le pays au monde où nous avons pu garder nos écoles ouvertes. Ça n'a pas été simple pour nos enfants avec le masque, pour nos enseignants, pour nos instituteurs. Je sais que des parents aussi ont été parfois choqués par rapport aux mesures que nous mettions en place, mais on peut être fier collectivement d'avoir réussi ça. Je suis fier aussi des mesures que nous avons mis en place sur le dédoublement des classes en CP et en CE1 dans les quartiers prioritaires. C'est une mesure dont on verra les résultats peut-être dans 15 ou 20 ans, mais quand je vais voir comment ça se passe avec les enseignants dans certains quartiers politiques de la ville que j'ai sur ma circonscription, à Saint-Martin-d'Air ou à Échirolles, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui marche bien et dont toute la communauté éducative est très fière. Donc voilà, cette attention portée à l'école, les efforts que nous faisons aujourd'hui, ça paiera à moyen terme, mais c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Et puis, sur l'ensemble de la chaîne, les politiques que nous avons mis en place sur la précarité étudiante aussi, le repas à 1 euro, le soutien que nous mettons en place pour les Crous. Dans le plan de relance, par exemple, l'Isère a été parmi les mieux dotés du plan de relance, 80 millions d'euros pour rénover des bâtiments de l'université, des Crous, des bâtiments publics. Là aussi, c'est très important pour moi, cette attention que nous mettons à la qualité de vie et à l'accueil des élèves, des plus petits aux plus grands. Allez, dernière mission. Pour finir cette émission, je vais vous demander de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Alors, ce sera également une députée, Marie-Noëlle Battistel, la députée socialiste. C'est la seule de notre département. Elle est sur la 4e circonscription, qui englobe une partie de l'agglomération du côté de Pont-de-Clé, Cessin, Cessiné, le Vercors, Loison, le Trièves. Un très grand territoire, Marie-Noëlle Battistel. Je vous offre la possibilité de l'interroger avant l'heure. Eh bien, Marie-Noëlle, nous nous croisons souvent à l'Assemblée nationale. Tu es dans la commission des affaires économiques, moi je suis dans la commission développement durable et aménagement du territoire. Et depuis 10 ans, tu te bats pour le renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques. Nous sommes dans une région où l'histoire de la houille blanche est vraiment très structurante et fait partie de notre patrimoine. Alors, tu as failli y arriver, ça fait 10 ans que tu mènes ce combat. Tu sais que je suis à tes côtés et que nous menons souvent ces combats en commun. Donc, est-ce que tu penses que nous allons bientôt aboutir dans les mois, dans les années qui viennent, pour enfin mettre fin à ce statu quo sur le renouvellement de l'exploitation des barrages hydroélectriques dans notre région ?
Un sujet important qu'elle abordera la semaine prochaine avec d'autres, évidemment, parce qu'il se passe aussi des choses au PS en vue de ces campagnes présidentielles et législatives. Merci beaucoup, Jean-Paul Collaroy, d'être venu dans le QG politique, une émission que vous pouvez voir toutes les semaines, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h, et revoir sur notre site internet en replay, télégrenoble.net.